Bienvenue à tous, nous allons parler aujourd'hui autonomie alimentaire. Manger local, éthique et solidaire sur un rayon de 80 km, ce n'est plus une tendance, des villes ont décidé de le faire, la ville de Rennes notamment. 300 000 habitants votés en conseil municipal, c'est parti. Et à Vauréal aussi dans le Val d'Oise, il y a la volonté de faire de cette ville une ville qui devient nourricière. C'est l'ambition de cette commune et c'est le thème de notre débat aujourd'hui. On va en parler avec nos invités. François Rouillet, bonjour, vous êtes formateur en agriculture urbaine. Vous êtes venu avec Sabine Becker qui est ingénieure urbaniste. Merci d'être là. Tous les deux, vous faites actuellement un tour de France pour présenter ce projet de la ville en autonomie. Et on va en parler agriculture urbaine aussi avec nos invités, alors qui sont de Sarcelles et de Vauréal. Alors Eddy Labayed, donc de Sarcelles, de l'Amicale des Sarcellois, et Kofi Ukporti, qui a donc accueille cette conférence qui fait le tour aujourd'hui de France, cette conférence portée par Sabine et François, donc Kofi Ukporti, adjoint au maire de Vauréal. Merci à tous les cas d'être là parce que c'est un sujet intéressant dont on entend parler. C'est une petite musique comme ça qui vient du terrain et qui monte et qui pourrait gronder et qui en période électorale pourrait donner des idées aussi aux hommes politiques. Alors donc on va en parler concrètement. Qu'est-ce que l'autonomie alimentaire et est-ce que c'est possible dans une ville urbaine comme Vauréal? Est-ce que c'est possible à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise? Alors on en parle tout de suite avec François Rouillet, qu'on comprenne bien. Donc vous êtes formateur en agriculture urbaine, ce que l'on appelle l'autonomie alimentaire. Si on devait donner une définition assez simple en quelques mots, c'est quoi l'autonomie alimentaire? Est-ce que c'est pour une ville décider que demain je consomme tout sur place? Eh bien, vous venez de le résumer. Alors c'est une petite musique, j'aime bien l'idée que ça commence à devenir une petite musique, c'est-à-dire que l'autonomie alimentaire, il y a 10 ans, avec les centres urbains, c'était inimaginable d'en parler. Et puis, depuis que nous avons eu l'expérience Incredible Edible dans le nord de l'Angleterre, qui a été présentée dans Demain, le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Voilà, c'est une ville en Angleterre qui a décidé sur de l'urbain de faire pousser des légumes, des fruits. Tout à fait. Et puis de créer une dynamique citoyenne de nourriture à partager en ville. Mais au-delà de ça, les bacs de nourriture à partager, c'était une pédagogie pour inviter les gens à repenser leur mode d'alimentation et manger local en circuit court sur un rayon de 50 miles, c'est-à-dire sur 80 km. Et au bout de 3 ans, ils sont arrivés à 83% de l'alimentation qui vient de ce rayon de 80 km, et le restant étant bien sûr importé. On nous dit toujours ah mais c'est pas possible 100%, mais on ne cherche pas à atteindre les 100%. Vous aurez toujours les bananes, les oranges, le chocolat et le café. Donc effectivement, si on imagine que 80% de notre nourriture de tendre vers cet objectif d'une production locale de proximité et que les 20% importés soient du commerce équitable, et on pourrait imaginer que dans 4 ans, on ait 100% dans l'assiette une nourriture éthique. Et donc c'est ça la démarche qui est proposée. Alors Sabine Becker, donc vous travaillez conjointement avec François Rouillet à entre guillemets évangéliser. Donc vous allez avec votre bâton de pèlerin. Là vous revenez de Rennes. Vous serez demain, je ne sais pas dans quelle autre vie, vous allez nous le dire. Mais vous êtes un peu partout. Et donc, alors vous, votre métier, c'est ingénieur urbaniste, et vous nous dites que l'agriculture urbaine, c'est possible. Ça peut se faire à la campagne, mais dans nos villes aussi. C'est pas du tout utopiste. Non, ce n'est pas utopiste parce que de toute façon, on accompagne la transition qui est en cours. On sent bien qu'il y a pas mal de villes qui se mettent en marche vers d'autres modes de fonctionnement et de comportement. Et si une ville est en transition, ça veut dire que les humains aussi sont en transition. Et de ce fait, il y a un changement de regard personnel, on est en transition pour soi-même et pour l'autre aussi. Et donc c'est ça, moi, mon apport avec François, c'est c'est assez complexe parce que ça demande de travailler sur le territoire, mais aussi avec les gens. Et donc on a créé ce qu'on appelle la permathérapie, et c'était intéressant parce qu'on va avoir le témoignage ici là de nos amis.
Alors qu'on qui explique disent, ce qu'est la voilà. permathérapie. Et donc, parce qu'il parlait tout à l'heure de guérir la terre, mais aussi guérir les gens dans ces quartiers. Et donc, la permathérapie, c'est une thérapie permanente qui consiste à prendre, c'est tout simple, franchement, c'est tout simple, c'est prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et prendre soin de la terre. Et ça veut Donc dire ça veut qu'on dire quoi? est Ça dans veut dire je me fais du bien en jardinant pour moi et pour les autres? Oui, déjà, c'est une reconnexion finalement à la vie, au vivant. Voilà, tout simplement. Et c'est pas simplement dire je suis je cherche uniquement le bien-être, mais en fait, je me mets en marche vers un nouveau regard de ce que Je retisse du lien. Je retisse du dans mon lien dans ce quartier. que la société propose actuellement, qui abîme finalement à la fois les territoires et souvent les gens qui se retrouvent sur le carreau. Et l'agriculture urbaine, ça permet comme disait, j'aime beaucoup là, ce que dit mon voisin, c'est qu'il jardine par amour, et donc ça développe l'amour autour de soi. Alors, comme vous parlez du voisin et qu'on ne sait pas ce qu'il s'est dit ben parce voilà. que c'était pendant les coulisses, on va lui donner Ah ben oui. la parole, on va vous le présenter, Eddy Labayette, donc de Sarcelles. Et Monsieur Labayette, en fait, vous, ce qui est assez exceptionnel, c'est là on est en train de parler d'un sujet, on l'intellectualise un petit peu, on conceptualise, mais vous l'avez fait très concrètement à Sarcelles, en vous disant avec des amis un matin, locataires, en bas de notre immeuble, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place des jardins et qu'on commencerait à cultiver pour nous, mais aussi pour le quartier? Racontez-nous votre expérience. C'est que le problème, il est parti à partir de l'environnement autour de nos immeubles où on habite. Le quartier des Lochères. Du quartier de Lochères où on habitait. Donc, beaucoup d'habitants, des beaucoup tours. d'habitants, on s'est plaigné tout le temps de la saleté, les défriatures, les gros volumes, ils ne sont pas ramassés à temps, tout ça. Là, voilà. Après, on s'est dit avec Alexandre, je dis Alexandre, Alexandre, c'est votre copain. Alexandre, je suis un copain. On était les deux membres fondateurs qu'on a fait on a inventé le jardin partagé. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu penses si on s'approprie l'extérieur de nos immeubles? Et l'idée, ça sonnait à tout le monde. Hein. J'étais voir les bailleurs avant, les propriétaires. Je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez que si je vous prends le terrain, on va s'en occuper nous-mêmes? J'étais voir le maire, le député maire, je lui dis, voilà, monsieur Piponi, qu'est-ce que vous en pensez si on s'approprie le terrain, on va faire un jardin partagé? Et vous inquiétez pas, après, c'est notre rôle de nettoyer, que le quartier va être propre et que l'habitant, lui, il va pas s'en occuper que de son logement, que de son intérieur en somme. Il va s'en occuper de son intérieur et de l'extérieur. Il s'approprie son extérieur en même temps. Et ça, c'était en 2008. Ça, c'était en 2008. Depuis, il y a 4 jardins. Depuis, il y a 4 jardins. Voilà. Et donc, c'est des jardins qui sont vraiment au pied de l'immeuble? C'est des jardins qui sont au pied d'immeuble, ou au pied d'immeuble, vous pouvez venir nous voir, filmer si vous voulez. Il y a un pied d'immeuble où c'est déjà fleuri. On a planté des rosiers, des fleurs, des rosiers, des fleurs des saisons, où on entretient tout le temps. À l'arrière, on a 2 ateliers pour enfants. C'est des enfants de 5 ans à 12 ans. Ils viennent une fois tous les 15 jours. Là, depuis 3 ans, ils y sont. Que l'enfant, lui, il plante sa parcelle, il plante sa fleur, on lui met un nom à lui. Voilà, il revient tous les ans à nettoyer sa parcelle, à arroser sa fleur. Finalement. Tout le monde, ils sont concernés. Voilà. L'enfant, il appelle ses parents. Les parents, ils s'approprient les lieux et ils passent toute la journée. Dès qu'il fait beau, la personne descend au jardin et il mange là-dedans, il vit dedans. Voilà, vous vendez pas les légumes. Non. Après, eux, tout est gratuit. Tout est gratuit. Ils se partagent entre eux. Ouais. Tous les habitants, ils se partagent entre eux. Et ça permet aussi à toutes les personnes qui étaient isolées, ils s'est trouvé tout seul. Ça tissait les liens entre tous les voisins, qu'ils soient personnes âgées, qu'ils soient personnes handicapées, qu'ils soient personnes au chômage. Ils discutent tous ensemble et qu'ils aillent. Il y a même de personnes qui sont handicapées, qui sont handicapés moteurs. Ils montent jusqu'à le logement, ils le redescendent au jardin pour boire un thé ou pour boire un apéro. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, excuse-moi. Aujourd'hui, l'idée ça a plu parce que le propriétaire, lui, il s'en occupe plus.
La mairie, elle est d'accord, elle est tranquille parce que à chaque fois, réunion des quartiers, on ne respecte plus sur, sur la propreté. Vous demandez juste à la mairie Voilà. des semences, un peu de budget pour Non, acheter des même graines. pas. La mairie lui participe. Si on fait une demande de subvention, il participe. Ça, aucun problème. Pour le jardinage, aucun problème. Et bon, ça tissait les liens entre les voisins. Et surtout, le voisin, c'est que moi j'aime bien ces gens-là, quand ils descendent, quand ils viennent jardiner, ils viennent avec le café, avec le croissant, avec le manger, tout ça. Là. On ne demande pas à la personne pourquoi il a amené café 2-3 fois par semaine, on ne demande pas à l'autre pourquoi vous avez amené à manger. Donc il n'y a plus ces privatisations, il n'y a plus voilà. Alors aujourd'hui, il y a quelques 88 jardiniers bénévoles, mais ça concerne combien d'habitants? Combien d'habitants participent de près ou de loin? Parce qu'il y a beaucoup d'habitants dans ce quartier. On est à peu près, c'est le Cher, on est à peu près 3000 habitants. Ouais. Et alors combien participent Disons, à peu près, il y a 300 personnes qui participent. Ah, c'est bien quand même, parce que ça fait des petits avec la famille, les Voilà. amis. Très bien. Alors, on a avec nous donc Kofi Porti. Donc Kofi Porti, vous êtes adjoint au maire de Vauréal. Donc là, on vient d'entendre ces différents témoignages. Vous connaissez en fait toutes ces personnes. Et c'est parce que c'est riche de ces rencontres que vous êtes dit, ah, il faut que Vauréal se mette dans cette logique d'autonomie alimentaire. Il faut qu'on se mette en marche. Alors, c'est quoi votre idée? Et c'est se mettre en marche dès maintenant pour atteindre quel objectif? Déjà, j'ai pour mission de valoriser le bénévolat, de parler de l'innovation sociale. Ça, c'est votre rôle adjoint au maire. En tant qu'agent au maire. Votre délégation. Et je viens d'un milieu associatif, Génération Solidaire Valdoise, que j'ai fondé, avec pour objectif de sensibiliser les gens à l'apprentissage intergénérationnel, toujours avec pour objectif de tisser des liens. Donc, j'ai choisi pour activité la réparation d'objets. Réparer les objets pour vous avez leur lancé donner... le premier repère café Voilà, on l'a importé des Pays-Bas plus exactement. On a été le premier dans le Val d'Oise et un des premiers en France. Et donc le principe, on le rappelle brièvement, c'est quoi le repère café? C'est une organisation, une manifestation ouverte à tous où on apporte des objets qui ont des problèmes et on rencontre des gens qui ont des compétences pour réparer l'objet. Et pendant la manifestation, on essaie de réparer ensemble dans un cadre de partage de savoir et de contre-don. C'est-à-dire, j'apporte l'objet, j'apprends à mon voisin comment le réparer, et que sais-je, mon voisin peut m'apprendre autre chose. Et cet événement est devenu une dynamique qui a embrasé tout le Val d'Oise, et actuellement, on est en Yvelines. On est en train de créer des repères cafés en Yvelines. Mais comme vous vous ennuyez, vous êtes dit, je passe à l'autonomie alimentaire pour Vauréal. Et après, j'essaimerai ailleurs. Oui, on a commencé à réparer les objets. On a vu que les gens se sentent bien quand ils viennent réparer les objets. Et puis on s'est posé la question de la terre, puisqu'on parlait de l'environnement. Mais j'ai entendu dire que le bio, c'est plus sain. La permaculture, c'est un autre moyen pour cultiver sans abîmer la terre. Les spécialistes nous diront comment on abîme la terre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, la permaculture m'a paru une démarche sensée. Et en regardant ce que fait l'Internet aujourd'hui, c'est qu'on peut prendre les informations si on a envie, si on va à la recherche d'informations. Et c'est comme ça que vous êtes tombé sur François. Et j'ai découvert François qui fait déjà ce que je rêvais de faire. Donc, j'ai les hommes, j'ai la dynamique, le maire suit la dynamique de la Repair Action, et je lui ai posé la question de savoir, pourquoi ne pas devenir une ville nourricière? Et elle a dit, chiche. D'accord, donc ça veut dire que maintenant, vous allez travailler avec les bonnes volontés pour identifier des terrains comme on a fait à Sarcelles, des espaces urbains comme on l'a vu en Angleterre pour pouvoir mettre en place des légumes qui pousseront. Ou est-ce que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire créer une petite économie locale autour de la nourriture, c'est quoi l'idée? La Repair Action, c'est moi qui parle de Repair Action, hein, parce que le Repair Café, c'est une manifestation.
la Repair Action, c'est toute la dynamique. La Repair Action a permis la rencontre de gens, de citoyens engagés. C'est des gens qui ont envie de faire les choses eux-mêmes. Et quand ils le font, mais quand ils ont besoin de la ville, ils s'adressent à la ville. Et la ville, ça lui plaît de voir des gens, des citoyens engagés qui font des choses. Et qui ne viennent pas demander qu'on fasse pour eux. Ils demandent un accompagnement. Donc, quand on a vu, j'ai vu que Vauréal, on pouvait fleurir Vauréal. J'ai posé la question, est-ce qu'on peut faire un jardin floral? Le maire a dit oui, donc j'ai rassemblé les gens. Bon, maintenant, pour le faire de façon correcte, il faut s'adresser à des gens qui ont des compétences. C'est ce que nous faisons déjà dans le cadre de la Repair Action. Je me suis adressé à Eddy, je me suis adressé à Triel Environnement dans les Yvelines. Nous leur avons apporté la Repair Action, le Repair Café, et eux, ils nous apportent leur savoir-faire. C'est pour ça que Eddy va encadrer le premier jardin participatif floral à Vauréal. Très bien. Alors, on va maintenant développer un peu cette idée d'agriculture urbaine et d'autonomie alimentaire. François Rouillet, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret d'une ville en France qui s'est engagée? Je crois qu'il y a une ville comme Albi qui fait des choses assez remarquables. Oui, alors Vous nous en parlez? Albi fait partie des villes qui se sont engagées sur la voie de l'autonomie alimentaire. Elle l'a annoncé avec l'université, avec la participation citoyenne, une volonté de travailler avec les circuits courts, de préempter les terres agricoles et de proposer à des maraîchers en permaculture de venir alimenter la ville. Cette initiative d'Albi a donné des idées à Rennes, on en parlait tout à l'heure. Le 27 juin, c'est la deuxième ville qui a dit au conseil municipal, voter à l'unanimité, ça a été filmé ça, on s'engage à l'autonomie alimentaire sur des circuits courts. Mais j'ai envie de comprendre, c'est quoi pour une ville comme Albi, donc qui a pris de l'avance, l'autonomie alimentaire? Ça se concrétise comment pour la ville et ses habitants? C'est une transformation de l'environnement? C'est concrètement, c'est comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, le premier enjeu, c'est d'avoir une démarche de sensibilisation, d'information-sensibilisation pour que les habitants soient concernés. L'autonomie alimentaire par la ville sans les habitants, c'est pas possible. Donc l'autonomie alimentaire, c'est une responsabilisation, c'est un comportement des habitants et c'est l'affaire de tous. Et donc l'agriculture urbaine de troisième génération, c'est-à-dire en mode open source, inventée par Todd Morden, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les incroyables comestibles, eh bien, c'est simple en fait. Ça marche parce que c'est simple. On remet les mains dans la terre, on plante, on arrose, on partage. Et on se rend compte tout d'un coup. Et donc on commence par un bout de trottoir, oui, le trottoir d'en face, et puis après c'est le quartier, et puis comme ça monte de quartier en quartier, ça peut être une ville. Exactement. Et maintenant, on voit des villes comme Bayonne. On a commencé le 8 mars le Tour de France avec l'agenda 21. Eh bien, Bayonne, ça devient un programme politique où la communauté d'agglomération entière met un programme en direction de l'autonomie alimentaire, de régénération des sols, des circuits courts, et offre 5 hectares de terrain juste à côté des quartiers HLM, la politique de la ville, pour créer une ferme urbaine pédagogique pour que les gens viennent réapprendre à cultiver, à s'entraider, à cuisiner et former des formateurs à se démultiplier dans les quartiers pour que d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, on transforme nos espaces verts en espaces nourriciers. Et ensuite, qu'on travaille avec nos maraîchers locaux, nos producteurs locaux, qu'on aille à leur rencontre pour écouter leurs problèmes, leurs besoins, et quitte à les aider à trouver des réponses ensemble et à recréer ces circuits courts d'approvisionnement de la ville. Alors, est-ce qu'ensuite, ça passe aussi par des discussions avec les commerçants locaux, c'est-à-dire les restaurateurs, pour qu'ils travaillent avec les maraîchers locaux, le supermarché, le gérant du coin, pour qu'ils ne s'approvisionnent plus auprès de la centrale d'achat, peut-être pas simple pour lui. Ça va jusque-là? Oui, tout à fait. Là, on était au mois de novembre à Saint-Pierre-et-Miquelon, où on a accompagné un projet d'autonomie alimentaire, dans l'Atlantique Nord quand même, pour les 6000 habitants. Il vient de recevoir un prix de l'État. Le prix de l'ancrage territorial, parce que c'est un programme multi-acteurs qui est soutenu par la collectivité locale et par les acteurs économiques, donc les commerçants et les entreprises, et puis par tout le secteur associatif qui trouve un intérêt. Aujourd'hui, on a 3 jours de stock
et de sécurité alimentaire. Si la chaîne d'approvisionnement mondialisée s'arrête, eh bien, à combien vous estimez la durabilité de votre territoire? Donc ça pose vraiment la question. Donc aujourd'hui, il y a un réveil, il y a une prise de conscience, et les gens qui sont sensés se disent, mais quand même, si on revient à une nourriture locale vivante, parce que la nourriture mondialisée, quand elle a fait 3 mois de voyage, eh bien, il a fallu lui faire des traitements et elle n'a plus de vitalité dans votre assiette. Tandis que si la salade elle est cueillie le matin et que le midi vous la mangez, vous allez découvrir une autre saveur, en plus si elle est en agriculture biologique, si elle est vivante. Donc par les circuits courts, eh bien, on se rend compte que manger local, ça redynamise l'économie. Je suis allé... On peut créer des emplois? Exactement. Et je peux prendre un exemple. À Rennes, ils ont doublé les marchés locaux. Eh bien, ça a créé 60 emplois. Immédiatement. On était il y a 2 jours à Louviers dans l'Eure. Eh bien, à Louviers dans l'Eure, la communauté d'agglomération vient de passer un programme de 150 hectares en agriculture biologique avec des céréales en bio pour préserver la nappe phréatique, mais également des 5 hectares de maraîchage. Et il y avait une ancienne usine qui a été désaffectée sur 10 000 mètres carrés. L'usine s'est délocalisée à l'étranger. Et puis depuis plusieurs années, c'est des locaux qui s'abîmaient. La collectivité a racheté ces locaux où il y avait 60 emplois. Eh bien, dans un temps très court, ils sont déjà arrivés à 50 emplois. Et l'année prochaine, ils vont les dépasser. Et donc maintenant, il y a des circuits courts et les élus locaux, ils étaient fiers de nous dire que la cantine, les enfants, c'était du bio et du local. Voyez ? Et donc si nos services publics, nos cantines locales, nos hôpitaux, ils achètent en circuit court avec les maraîchers locaux, mais immédiatement vous allez avoir une économie locale qui va devenir florissante. Et en plus, si on passe avec des techniques de permaculture qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, ça va créer des vocations. Alors un mot, puis après on va faire tourner la parole. C'est quoi la permaculture? Alors la permaculture... C'est une technique de culture? C'est plus qu'une technique. C'est toute une philosophie, c'est tout un art de vivre qui a démarré en Australie dans les années 70 avec Bill Mollison et qui est venu progressivement en France depuis un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui... Le truc, c'est je fais pousser de tout, même sans terre. Sur du sable, sur du goudron. Si on devrait dire, le truc, Je caricature. c'est d'imiter la nature. C'est pas faire contre la nature, c'est de faire avec la nature. Donc c'est régénérer les sols, c'est prendre soin du sol selon des techniques complètement naturelles, tout en prenant soin de l'homme. Et avec derrière une autre philosophie, c'est ces 3 points qui est répartir les ressources équitablement. Donc il y a une technique, c'est la technique du millefeuille, là, c'est ça Mais ça, c'est une technique parmi d'autres. Voilà, il y en a beaucoup. Pour qu'on soit concret pour les téléspectateurs qui nous regardent. Là, actuellement, on va présenter à la conférence de Vauréal ce soir une technique révolutionnaire qui se développe à l'international comme une traînée de poudre. C'est le retournement, c'est-à-dire que le problème devient la solution. Donc le déchet devient la ressource. Et avec des déchets végétaux, sans argent, on va produire du sol nourricier. Par cette technique, on va alterner carbone, azote, azote, c'est-à-dire avec du carton, du bois mort, des coupes de gazon, donc du vert et du brun, comme dans la forêt, hein, quand les herbes tombent, le bois, les feuilles, etc. Puis on va planter des pommes de terre dessus. Et les pommes de terre vont produire des enzymes qui vont tout manger en 100 jours. Au bout de 100 jours, vous avez plein de pommes de terre. Et vous n'avez plus de feuilles mortes, vous avez une terre nourricière. Et là, vous pouvez planter directement, pendant des années et des années, sur votre terrasse en béton ou sur un toit plat. Et à tel point que c'est tellement révolutionnaire que c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui, et que la ville de Paris a décidé d'engager une économie complète dans ce domaine-là, en végétalisant 100 hectares de toits plats pour les 4 prochaines années. Alors, Sabine Becker, je rappelle que vous êtes ingénieur en urbanisme. J'imagine que vous avez fait toute une carrière à l'époque où on parlait de ces logements qu'il fallait absolument donner à la France parce qu'on avait besoin de loger les gens. Et donc, on a voulu aller vite, on a construit. Puis après, plus tard, on s'est posé la question de la rénovation urbaine parce que le bâti vieillissait et puis les gens ne se retrouvaient plus. Alors, on a décidé de casser. Et puis, on se rend compte que ça ne suffit pas à rendre les gens obligatoirement heureux. Et donc, vous vous êtes dit,
ce sujet de la terre, cette terre nourricière, dans les quartiers, ça peut redonner de la vie à l'urbanisme. C'est ça en fait. Bah oui, aux gens qui habitent en ville. Les urbains sont déconnectés largement de ce qui est vivant, il n'y a pas de connexion entre ce qu'on met dans notre bouche et qui a produit la nourriture. Et petit à petit, en 40 ans, 50 ans, on s'est laissé déposséder de la fabrication de la nourriture sur des territoires. On a délocalisé. Non seulement on a délocalisé la fabrication de matériel, mais aussi la nourriture. Là, il n'y avait pas de raison de le faire. Il n'y avait pas de raison. Et c'est vrai que j'étais urbaniste et j'ai constaté qu'il y avait... on gérait constamment les conflits d'usage de territoire. Et il y avait des arbitrages permanents à faire. Et j'ai constaté qu'il y avait des choses qui clochaient, que c'était pas harmonieux. C'était tout le temps dans des tensions. Ce qui m'a amené à dévier après et à comprendre pourquoi il y avait ces tensions et à devenir thérapeute et à accompagner les personnes dans leur équilibre émotionnel et mental. Et si bien que j'amène cette contribution d'équilibre avec quelques clés. Et d'ailleurs, on présente, c'est un peu abusé à faire ça, une route des vertus travail sur soi, qu'on a associée avec des plantes aromatiques, de telle sorte que, et d'ailleurs ce matin on a rencontré un jeune homme qui est extraordinaire sur Rouen, qui aussi a un concept de jardin, d'espace. Il appelle plus maintenant les espaces verts, mais les espaces vertueux. Parce qu'en fait, ce sont des espaces qui ont plusieurs fonctions, à la fois qui sont beaux, mais qui peuvent être nourriciers, qui accueillent de la biodiversité. Il y a un mouvement de fond extraordinaire de régénérescence. Et dans justement ces quartiers un peu de déshérence, on l'a observé dans plusieurs quartiers, voilà, et on a l'exemple du monsieur, eh bien, le fait de remettre les mains dans la terre, de se reconnecter à la terre, ça fait prendre conscience que finalement on peut se nourrir différemment, mais on est connecté avec du vivant, de telle sorte qu'on prend à nouveau soin de soi. Et quand on voit le taux de maladie, les jeunes qui sont complètement sans guidance vraiment parce que les parents aussi ont été déconnectés, c'est un bon moyen. Des perspectives, ça redonne des perspectives, de la joie, de l'espoir. Ah oui, oui. Alors, Eddy Labayed, ce que vous avez créé à Sarcelles, on a envie de vous dire, mais ça pourrait donc aller au-delà du quartier de Locher, au-delà de ces 4 jardins. Vous allez toquer à la porte du maire en disant regardez ce qui se fait à Boréal. Eux, ils veulent faire l'auto-alimentaire. Est-ce qu'à Sarcelles, ville de 55 000 habitants, il ne faut pas y aller? Aujourd'hui, la politique de la ville nous invite à prolonger le projet, à aller beaucoup plus loin et aller dans tous les quartiers. La politique de la ville, il y a des crédits du ministère de la ville ou c'est une volonté? Le ministère de la ville nous a proposé le subvention. Il dit voilà, ces projets-là nous intéressent beaucoup. Et si vous l'implantez maintenant, la mairie, ils veulent, service le député maire, il veut absolument, le groupe de la politique de la ville, ils veulent implanter ces jardins de pieds d'immeubles partout dans Sarcelles. Très bien. Mais avant ça, on ne peut pas. Il faut d'abord préparer le groupe. Bah, bien sûr. Il faut y aller discuter avec les habitants, parce que les habitants aujourd'hui, ils ont devenus assistés, parce que il travaille, il va chez lui, c'est la mairie qui va nettoyer, c'est le propriétaire, il se démerde, il est assisté de tous les côtés. Aujourd'hui, notre engagement, c'est d'aller voir tous ces habitants pour leur expliquer que c'est fini ce temps-là, on oublie la mairie, on oublie le propriétaire, on s'approprie le terrain, vous êtes chez vous à l'intérieur, il n'y a pas de question, vous payez les impôts pour l'extérieur. Alors, il faut s'approprier le terrain, vous faites ce que vous voulez dedans. Et ça, il faut déjà se concerter avec les personnes, et une fois qu'on a le groupe, normalement on n'a pas de problème aujourd'hui. Avec tous les habitants, il dit attention, prendre les terrains des propriétaires, déjà il est con, on ne peut pas discuter avec lui, allez voir le maire, attention, le maire c'est l'État, moi je ne peux pas y aller, voilà. Déjà, on enlève ces voiles de peur et de timidité, voilà. Il faudrait enlever ça, et après ça devient par amour, par fidélité à son voisin. Il y a des voisins où j'ai côtoyé des voisins, ils habitent dans le même palier pendant 30 ans, ils ne s'est jamais dit bonjour. Ils ne se connaissent pas.
Aujourd'hui, ils jardinent ensemble, ils boivent des cafés ensemble. Super, très bien. Mais merci beaucoup. On arrive Voilà. déjà au terme de cette émission. Merci vraiment d'être venu nous présenter ce projet. Donc, si vous voulez en savoir davantage, hein, il y a un site internet, c'est Autonomie Alimentaire 2020. Hein, Ouais, c'est votre site autonomie- internet. autonomiealimentaire2020.info. .info. Et ben voilà. Merci à vous. Et Merci. puis en marche donc vers l'autonomie alimentaire à Vauréal, à Sarcelles et ailleurs. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.